La corde au cou, partie 4. Chapitre 4 de la partie 2 du livre. Le cheval de M. Sénéchal était peut-être un des meilleurs de l'arrondissement, mais celui de M. de Chandoré lui était encore supérieur. En moins de 50 minutes furent franchis les 13 kilomètres qui séparent Bois-Coran de Sauveterre. 50 minutes pendant lesquelles M. de Chandoré et maître Folga n'échangèrent pas 50 mots. Lorsqu'ils arrivèrent, la cour du château de Bois-Coran était silencieuse et déserte. Portes et fenêtres étaient hermétiquement closes. Sur les marches du perron était assis un jeune paysan à robuste carrure, lequel, à la vue des bourgeois, se leva et porta la main à son bonnet de laine. « Où est Antoine ?» lui demanda M. de Chandoré. « Là-haut, monsieur le baron. » Le vieux gentilhomme essaya d'ouvrir la porte. Elle résista. « Oh, monsieur Antoine est barricadé en dedans, » dit le paysan. « Singulière idée, » fit M. de Chandoré en frappant du bout de sa canne. Il frappait depuis un moment de plus en plus fort, quand enfin, de l'intérieur, « Qui va là ?» cria la voix d'Antoine. « C'est moi, Sarpejeu, le baron de Chandoré. » Bruyamment, les barres furent retirées, et le vieux valet de chambre se montra. Il était blême et défait. Au désordre de sa barbe, de ses cheveux et de ses vêtements, il était aisé de voir qu'il ne s'était pas couché. Et ce désordre était fort significatif, de la part d'un homme qui, en toutes circonstances, mettait son amour-propre à afficher l'irréprochable tenue d'un gentleman anglais. M. de Chandoré en fut si frappé qu'avant tout, « Qu'avez-vous, mon brave Antoine ?» demanda-t-il. Au lieu de répondre, le fidèle serviteur attira le baron et son compagnon à l'intérieur. Et, après qu'il eut refermé la porte, se croisant les bras devant eux. « J'ai, » répondit-il d'un accent étrange, « que j'ai peur. » Le vieux gentilhomme et l'avocat se regardaient. Ce malheureux, pensait-il, a perdu l'esprit. Antoine comprit, car vivement. « Non, je ne suis pas fou, » dit-il, quoique, en vérité, il se passe ici des choses telles qu'on se demande si l'on jouit bien de tout son bon sens. Si j'ai peur, ce n'est pas sans motif. « Douteriez-vous de votre maître ?» interrogea maître Folga. Si menaçant fut le regard que l'honnête domestique lança au questionneur, que tout de suite, M. de Chandoré intervint. « Mon cher Antoine, dit-il, monsieur est un ami dévoué, un avocat venu de Paris avec madame de Bois-Coran pour défendre Jacques. Non seulement vous ne devez pas vous défier de lui, mais il faut lui dire tout ce que vous savez, tout, absolument, et quand même. » Le visage du digne serviteur s'éclaira. « Ah, monsieur est un avocat !» s'écria-t-il. « Qu'il soit le bienvenu. Je vais pouvoir dire tout ce que j'ai sur le cœur. Non, certes, je ne crois pas monsieur Jacques coupable. Il est impossible qu'il le soit, il est stupide de penser qu'il puisse l'être, mais ce que je crois, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a un coup monté pour lui mettre sur le dos les horreurs du Valpinçon. »« Un coup monté ?» interrompit maître Folga. « Par qui? Comment? Dans quel but? » ?»« Ah, c'est ce que j'ignore, mais je ne me trompe pas, et vous penseriez comme moi si vous aviez assisté à l'interrogatoire. C'était effrayant, messieurs, c'était inouï, à ce point que moi, j'ai été comme ébloui, et qu'à un moment j'ai douté de mon maître, et que je lui ai conseillé de fuir. Non, jamais on n'a entendu chose pareille. Tout était contre lui. Chacune de ses réponses était comme un aveu. Il y a eu un crime au Valpinçon. On l'y a vu aller et en revenir par des chemins détournés. On a mis le feu. L'eau où il s'était lavé les mains était noire de charbon. On a tiré des coups de fusil. On a retrouvé une de ses cartouches près de l'endroit où M. de Clodieuze a été blessé. Même, c'est là que j'ai reconnu le coup monté. Est-ce que toutes les circonstances se seraient ajustées si exactement si elles n'eussent été d'avance prévues, calculées et arrangées? Ce pauvre M. d'Aubigeon avait les larmes aux yeux, et tout ce mêle de Méchinet, le greffier lui-même, était confondu.
Il n'y avait à paraître content que ce galpin d'Aveline de malheur. Car c'était lui qui était le juge et qui interrogeait. Lui, l'ami de monsieur. Un homme qui à tout moment arrivait ici manger notre pain, dormir dans nos lits et tirer notre gibier. Il était à genoux devant monsieur, alors, pour obtenir la main de la nièce des demoiselles de Lavarande. Alors, c'était mon bon Jacques par-ci, mon cher Boiscoran par-là, et des protestations, et des cajoleries à n'en plus finir, au point que je me disais toujours qu'un matin je trouverais les bottes de monsieur cirées par lui. Ah, il a pris sa revanche hier matin, et il fallait voir de quel air il disait à monsieur « Nous ne sommes plus amis ». Bandit. Non, nous ne sommes plus amis, et si le bon Dieu était juste, tu aurais dans le ventre les 2 coups de fusil qu'on a tirés sur monsieur de Clodieuse, et tu ne les digérerais pas. L'impatience de monsieur de Chandoré était grande. Aussi, dès qu'Antoine s'arrêta pour reprendre haleine, « Pourquoi, fit-il, n'êtes-vous pas venu me raconter cela tout de suite ?» Le vieux serviteur se permit un haussement d'épaules. « Est-ce que je le pouvais ?» répondit-il. « Quand l'interrogatoire a été fini, le galpin a mis partout les scellés, des bandes de toile fixées avec de la cire, comme on en pose sur le secrétaire des morts. Oh, il en a mis sur toutes les ouvertures, et 2 plutôt qu'1. Il en a placé 3 sur la porte extérieure. Puis il m'a dit qu'il me constituait gardien, que j'aurais une rétribution pour cela, mais que les galères m'attendaient si quelqu'un touchait au scellé, seulement du bout des doigts. Là-dessus, après avoir livré monsieur aux gendarmes, le galpin est parti, me laissant seul ici. Hébété, comme un homme qui aurait reçu un coup de marteau sur la tête. Pourtant, je serais allé trouver monsieur le baron, sans une idée qui m'est venue et qui m'a donné le frisson. Grand-père Chandoré frappait du pied. « Au fait, dit-il, au fait !» Voilà. Il faut que ces messieurs sachent que, dans l'interrogatoire, il a été beaucoup question du fusil Kleb que monsieur avait emporté le soir de l'incendie. Le galpin a manié ce fusil et a ensuite demandé quand monsieur avait feu, avec pour la dernière fois. Monsieur a répondu qu'il y avait 5 jours. Vous m'entendez? Je dis 5 jours. Et là-dessus, mon galpin a remis le fusil à sa place, sans examiner les canons. Eh bien, dit maître Folga. Eh bien, monsieur, moi, Antoine, j'avais, l'avant-veille, je dis bien l'avant-veille, lavé et nettoyé à fond le Kleb de monsieur. Sarpejeu, s'écria monsieur de Chandoré. Comment n'avez-vous pas dit cela plus tôt, Antoine? Si les canons sont propres, c'est la preuve irrécusable que Jacques est innocent. Le vieux serviteur branla la tête. C'est vrai, dit-il. Seulement, les canons sont-ils propres? Oh! Monsieur peut s'être trompé quant à la date de son dernier coup de fusil, et alors les canons seraient encrassés, et au lieu de le sauver, ma déclaration le perdrait définitivement. Avant de parler, il faut être sûr. Oui, approuva maître Folga, et vous avez bien fait de vous taire, mon brave, et je ne saurais trop vous adjurer de ne parler à personne au monde de cette circonstance, qui peut devenir pour la défense un argument décisif. Oh, je saurais tenir ma langue, monsieur. Seulement, vous devez comprendre ce que je me suis fait de mauvais sang devant ces maudits scellés qui m'empêchaient d'aller m'assurer de l'état du fusil. Oh, si j'avais osé les briser. Malheureux. J'en ai eu l'idée, mais je me suis retenu. Seulement, j'ai songé, après, que cette pensée pouvait venir à d'autres. Les scélérats qui ont organisé ce complot abominable contre monsieur Jacques sont capables de tout, n'est-ce pas? Pourquoi ne serait-il pas venu, de nuit, briser les scellés? J'ai mis le métayer de garde dans le jardin, sous les fenêtres. J'ai placé son fils de faction dans la cour, et moi, je suis resté en sentinelle devant les scellés, avec des armes sous la main. Les brigands pouvaient venir, ils auraient trouvé à qui parler. On a beau dire, les avocats valent mieux que leur réputation. Il est des grâces d'État. Le premier qui versera une larme à la représentation d'un drame bien noir sera toujours dramaturge. Un homme du métier, qui connaît toutes les ficelles et pour qui les coulisses n'ont plus de secret.
L'avocat, tant accusé de scepticisme, est par excellence crédule et naïf. C'est sincèrement qu'il se passionne, et, quand on pense qu'il joue la comédie, il est de bonne foi. Les 3/4 du temps est gagné dans son esprit la cause détestable qu'il plaide et qu'il perd devant les juges. D'heure en heure, depuis son arrivée à Sauveterre, Maître Folga s'était pénétré de l'innocence de Jacques de Boiscoran, et le récit du vieil Antoine n'était pas fait pour ébranler ses convictions. Non qu'il admît l'existence d'un complot, mais il n'était pas éloigné de croire à l'audacieux calcul de quelques scélérats, profitant de circonstances connues de lui seul pour faire retomber le châtiment de son crime sur monsieur de Boiscoran. Mais il avait bien d'autres explications à demander, et il était difficile de les obtenir d'Antoine dans l'état de fiévreuse exaltation où il se trouvait. Car interroger un homme, si disposé qu'il soit à parler, n'est pas facile. Et si l'on n'apporte pas à cette tâche un grand sang-froid, beaucoup de soin et une méthode imperturbable, on risque fort de passer à côté du fait le plus important à recueillir. Donc, après un moment, « Mon brave Antoine, reprit maître Folga, je ne saurais trop louer votre conduite en toute cette affaire. Nous sommes loin d'en avoir fini. Seulement, comme je n'ai rien pris depuis hier à Paris, et que j'entends sonner midi, monsieur de Chandoré se frappa le front. « Ah, vieil oublieux que je suis, interrompit-il. Comment ne vous ai-je rien offert? Pourtant, vous m'excuserez, n'est-ce pas, je suis si bouleversé. Antoine, qu'avez-vous à nous servir? La métayère a des œufs, du confit d'oie, du jambon. Ce qui sera le plus vite prêt sera le meilleur, dit le jeune avocat. Avant 20 minutes, ces messieurs seront à table, s'écria le digne serviteur. Et il s'élança dehors pendant que monsieur de Chandoré faisait entrer maître Folga dans le salon. Le pauvre grand-père faisait appel à toute son énergie pour garder une contenance assurée. « Cette circonstance du fusil, dit-il, c'est le salut, n'est-ce pas ?»« Peut-être, » répondit le jeune avocat. Et ils gardèrent le silence, le grand-père songeant à la douleur de sa petite-fille et maudissant le jour où, en ouvrant sa maison à Jacques, il l'avait ouverte à tant et de si cruelles angoisses. L'avocat, classant dans son esprit les faits qu'il avait recueillis et préparant les questions qu'il voulait poser encore. Ils étaient, l'un et l'autre, si profondément enfoncés dans leurs réflexions qu'ils tressautèrent quand Antoine reparut, disant « Ces messieurs sont servis. » La table avait été dressée dans la salle à manger, et les deux convives y ayant pris place, l'honnête domestique se plantait debout, près d'eux, la serviette au bras, quand monsieur de Chandoré l'interpellant. « Mettez un 3e couvert, Antoine, dit-il, et déjeunez avec nous. »« Oh, monsieur, protesta le brave homme, monsieur le baron. »« Asseyez-vous, insista monsieur de Chandoré. Mangez après nous, vous ferez perdre du temps, et un serviteur tel que vous fait partie de la famille. » Antoine obéit, confus, mais rouge de plaisir de l'honneur qui lui était fait, car ce n'est pas par excès de familiarité que péchait le baron de Chandoré. Et le jambon et les œufs de la métayère expédiés. « Maintenant, reprit maître Folga, revenons à notre affaire. Et vous, mon cher Antoine, du calme. Et rappelez-vous que si nous n'obtenons pas une ordonnance de non-lieu, vos réponses seront les éléments de ma défense. » Quelles étaient, ici, les habitudes de monsieur de Boiscoran? Ici, monsieur, il n'en avait pour ainsi dire pas. Nous venions si rarement et pour si peu de temps. N'importe quel était son genre de vie. Il se levait tard, il se promenait beaucoup, il chassait quelquefois, il dessinait, il lisait, car monsieur est un grand liseur et qui aime les livres autant que monsieur le marquis, son père, aime la porcelaine. Qui recevait-il? Monsieur Galpin d'Aveline, le plus souvent, le docteur Saignebos, le curé de Bréchy, monsieur Sénéchal, monsieur d'Aubigeon. Comment passait-il ses soirées? Chez monsieur le baron de Chandoré, qui est ici pour le dire. Il n'avait pas d'autres relations dans le pays? Non. Vous ne lui connaissez pas quelque bon ami? Antoine eut un geste pudibond. Oh, monsieur, prononça-t-il, monsieur,
Ne savez-vous donc pas que monsieur est le fiancé de mademoiselle Denise ?» Le baron de Chandoré n'était pas né d'hier, ainsi qu'il se plaisait à le dire. Si puissamment intéressé qu'il fût, il se leva. « J'ai besoin de prendre l'air, » fit-il. Et il sortit, comprenant que sa qualité de grand-père de Denise pouvait arrêter la vérité sur les lèvres d'Antoine. « Voilà un homme d'esprit, » pensa maître Folga. Et tout haut, « Puisque nous sommes seuls, mon brave Antoine, » reprit-il, « parlons nettement. Monsieur de Boiscoran avait-il quelque maîtresse dans le pays ? Non, monsieur. N'en a-t-il jamais eu ? Jamais. On vous dira peut-être que, dans le temps, il regardait avec plaisir la Fougerouze, une grande rousse, la fille d'un meunier qui demeure tout près d'ici, et que la Matine venait au château plus souvent qu'il n'était besoin, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, mais c'était pur enfantillage. D'ailleurs, il y a 5 ans de cela. Et depuis 3, la Fougerouze est mariée à un saunier des environs de Marennes. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Comme de mon existence. Et monsieur en serait sûr, s'il connaissait le pays comme moi, et la langue infernale des gens. Il n'y a pas de ruse qui tienne, ni précaution. Je défie un homme de parler 3 fois à une femme sans que tout le monde le sache. À Paris, je dis pas. Maître Folga dressa l'oreille. Il y a donc eu quelque chose à Paris ? Interrogea-t-il. Mais Antoine hésitait. C'est que, balbutia-t-il, les secrets de mon maître ne sont pas les miens, et après le serment que je lui ai fait. De votre franchise dépend peut-être le salut de votre maître, interrompit le jeune avocat. Soyez sûr qu'il ne vous en voudra pas d'avoir parlé. Quelques secondes encore, l'honnête serviteur demeura indécis. Puis, eh bien, commença-t-il, monsieur a eu, comme on dit, une grande passion. Quand ? Ah, je l'ignore. Cela avait commencé avant mon entrée au service de monsieur. Ce que je sais, c'est que pour recevoir la personne, monsieur avait acheté à Passy, au bout de la rue des Vignes, au milieu d'un immense jardin, une belle maison qu'il avait fait meubler magnifiquement. Ah, c'est là un secret que ni le père de monsieur, ni sa mère, comme de juste, ne connaissent. Et si je le sais, c'est que monsieur, un jour qu'il était à cette maison, est tombé dans l'escalier et s'est déboîté le pied, et qu'il m'a fait venir pour le soigner. C'est probablement sous son nom qu'il l'a acheté, mais ce n'était pas sous son nom qu'il l'occupait. Il s'y faisait passer pour un Anglais, monsieur Burnett, et c'était une servante anglaise qui le servait. Et la personne ? Ah, monsieur, non seulement je ne la connais pas, mais je ne soupçonne pas qui elle pouvait être. Ah, monsieur, et elle prenait de fières précautions. Étant ici pour tout dire, j'avouerai que j'ai eu la curiosité de questionner la servante anglaise. Elle m'a répondu qu'elle n'était pas plus avancée que moi, qu'elle savait bien qu'il venait une dame, mais que jamais elle n'avait réussi à lui voir seulement le bout du nez. Monsieur prenait si adroitement son temps que toujours la servante était en course quand la dame arrivait et repartait. Quand elle était à la maison, monsieur et elle se servaient seuls. Et s'ils voulaient se promener dans le jardin, ils envoyaient la servante faire une commission à tous les diables, à Versailles ou à Fontainebleau, ce dont elle enrageait comme de raison. D'un mouvement machinal qui lui était familier, maître Folga tortillait une mèche de sa barbe noire. Un instant, il lui avait semblé voir poindre la femme, cette inévitable femme dont l'inspiration toujours se retrouve au fond de toutes les actions d'un homme. Et voici que, décidément, elle s'évanouissait. Car c'est en vain que d'un esprit alerte, il cherchait un rapport quelconque possible, sinon probable, entre la mystérieuse visiteuse de la rue des Vignes et les événements dont le Valpinçon venait d'être le théâtre. Il n'en découvrait aucun. Quelque peu découragé, « Enfin, mon brave Antoine, reprit-il, cette grande passion de votre maître n'existe sans doute plus. Évidemment, monsieur, puisque monsieur Jacques allait épouser mademoiselle Denise. » La raison n'était peut-être pas aussi péremptoire que l'imaginait le fidèle serviteur. Pourtant, le jeune avocat ne fit aucune observation. « Et, selon vous, poursuivit-il, quand cette passion aurait-elle pris fin ? Pendant la guerre,
Monsieur et la dame ont dû se trouver séparés, car monsieur n'est pas resté à Paris. Il commandait une compagnie de nos mobiles, et même il a été blessé à leur tête, ce qui lui a valu la croix. Possède-t-il encore sa maison de la rue des Vignes? Je le crois. Pourquoi? Parce que monsieur et moi sommes allés passer 8 jours à Paris, après les événements, et qu'un soir il m'a dit « La guerre et la commune me coûtent bon. Ma bicoque a reçu plus de 20 obus, et il y a logé tour à tour des francs-tireurs, des communeux et des soldats. Les murs sont à jour, et il n'y reste pas un meuble intact. Mon architecte me dit que, tout compris, j'aurai pour plus de 40 000 francs de réparation. » Comment? Des réparations? Il comptait donc encore utiliser cette maison? À cette époque, monsieur, le mariage de monsieur n'était pas encore arrêté. Soit, mais cette circonstance tendrait à prouver qu'il a revu à cette époque la dame mystérieuse, et que la guerre n'avait pas brisé leurs relations. C'est possible. Et il ne vous a jamais reparlé de cette dame? Jamais. Il s'arrêta. Dans le vestibule, on entendait monsieur de Chandoré tousser avec cette affectation d'un homme qui tient à s'annoncer. Aussitôt qu'il reparut, « Par ma foi, monsieur, lui dit maître Folga, lui indiquant ainsi que sa présence n'avait plus aucun inconvénient, je me disposais à aller à votre recherche, craignant que vous ne fussiez incommodé. »« Je vous remercie, » répondit le vieux gentilhomme, « l'air m'a tout à fait remis. » Il s'assit, et le jeune avocat se retournant vers Antoine. « Revenons, dit-il, à monsieur de Boiscoran. Comment était-il le jour qui a précédé l'incendie? »« Comme tous les autres jours, monsieur. »« Qu'a-t-il fait avant de sortir? »« Il a dîné comme d'habitude, de bon appétit. Il est ensuite monté dans son appartement, où il est resté plus d'1 heure. En descendant, il tenait à la main une lettre, qu'il a remise à Michel, le fils du fermier, pour la porter à Sauveterre, à mademoiselle Chandoré. Précisément, dans cette lettre, monsieur de Boiscoran dit à mademoiselle Denise qu'il est retenu loin d'elle par une affaire impérieuse. Ah! Avez-vous idée de ce que pouvait être cette affaire? Aucunement, monsieur, je vous le jure. Cependant, voyons, ce ne peut être sans raison que monsieur de Boiscoran s'est privé du plaisir de passer la soirée auprès de sa fiancée. Non, en effet. Ce ne peut être sans but qu'au lieu de suivre la grande route, il s'est lancé à travers les marais inondés et qu'il est revenu à travers bois. Le vieil Antoine, littéralement, s'arrachait les cheveux. « Ah, monsieur, s'écria-t-il, vous dites là précisément ce que disait monsieur Galpin d'Aveline. » C'est malheureusement ce que dira tout homme sensé. Je le sais, monsieur, je ne le sais que trop. Et monsieur Jacques lui-même l'a si bien senti qu'il a essayé d'inventer un prétexte. Mais il n'a jamais menti, monsieur Jacques, il ne sait pas mentir. Et lui qui a tant d'esprit, il n'a rien su trouver qu'un prétexte dont l'absurdité saute aux yeux. Il dit qu'il allait à Bréchy voir son marchand de bois. Et pourquoi non? Fit monsieur de Chandoré. Antoine secoua la tête. Parce que, répondit-il, le marchand de bois de Bréchy est un voleur, et qu'au-su et vu de tout le monde, monsieur l'a mis dehors par les épaules. Voilà plus de 3 ans. C'est à Sauveterre que nous vendons nos coupes. Monsieur Folga venait de sortir de sa poche un agenda, et il y notait certaines indications d'Antoine, arrêtant déjà les grandes lignes de sa défense. Cela fait. À 7 heures, commença-t-il, arrivons à Cocoleux. Ah, le misérable, s'écria Antoine. Vous le connaissez? Comment ne le connaîtrais-je pas? Moi qui ai passé toute ma vie ici, à Boiscoran, au service de défunt l'oncle de monsieur. Alors, quel individu est-ce, décidément? Un idiot, monsieur. Ou, comme on dit ici, un innocent, qui a la danse de Saint-Guy, par-dessus le marché, et qui tombe du haut mal. Ainsi, il est de notoriété publique qu'il est complètement imbécile. Oui, monsieur, quoique pourtant j'ai entendu des gens soutenir qu'il n'était pas si dénué de bon sens qu'on croyait, et qu'il faisait, comme on dit, l'âne pour avoir du son. Monsieur de Chandoré l'interrompit. Sur ce sujet, dit-il, le docteur Saigne-Bosse peut donner les renseignements les plus précis, ayant gardé Cocoleux chez lui près de 2 ans. Aussi ai-je bien l'intention de voir le docteur, répondit maître Folga.
Mais avant tout, il faudrait retrouver ce misérable idiot. Vous avez entendu monsieur Sénéchal, monsieur. Il a mis la gendarmerie à sa poursuite. Antoine se permit une grimace. Quand les gendarmes prendront Cocoleux, déclara-t-il, c'est qu'il aura voulu se laisser prendre. Pourquoi, s'il vous plaît? Parce que, messieurs, il n'y a personne comme cet innocent pour connaître les coins et les recoins du pays, les trous, les fourrés, les cachettes, et qu'avec l'habitude qu'il a eue de vivre comme un sauvage, de fruits, de racines et d'oiseaux, il peut en cette saison rester 3 mois sans approcher d'une maison. Diable, fit maître Folga, désappointé. Je ne connais qu'un homme, continua le vieux serviteur, capable de dénicher Cocoleux. C'est le fils de notre métayer, Michel, ce gars que vous avez vu en bas. Qu'il vienne, dit monsieur de Chandoré. Appelé, Michel ne tarda pas à paraître, et quand on lui eut expliqué ce qu'on attendait de lui, « Il y a moyen, répondit-il, quoique certainement ce ne soit point aisé. Si Cocoleux n'a pas la raison d'un homme, il a la malice d'une bête. Enfin, on va essayer. » Rien ne retenait plus à Bois-Coran monsieur de Chandoré ni maître Folga. Après avoir recommandé au vieil Antoine de bien surveiller les scellés et de donner, s'il était possible, un coup d'œil au fusil de Jacques, lorsque la justice viendrait enlever les pièces à conviction, ils remontèrent en voiture. Et 5 heures sonnaient à la cathédrale de Sauveterre quand ils arrivèrent rue de la Rampe. Mademoiselle Denise attendait dans le salon. Elle se leva lorsqu'ils entrèrent, pâle, les yeux secs et brillants. « Comment? Tu es seul ?» s'écria monsieur de Chandoré. « On t'a laissé seul ?»« Ne te fâche pas, grand-père. Je viens de décider madame de Bois-Coran, qui était épuisée de fatigue, à prendre, avant dîner, 1 heure de repos. »« Et tante Lavarande ?»« Elles sont sorties, grand-père. Elles doivent être en ce moment chez monsieur Galpin d'Aveline. » Maître Folga tressauta. « Oh !» fit-il. « Mais c'est une démarche insensée !» s'écria le vieux gentilhomme. D'un mot, la jeune fille lui ferma la bouche. « C'est moi, dit-elle, qu'il l'ait voulu. » Chapitre 5. Oui, la démarche des demoiselles de Lavarande était insensée. Au point où en étaient les choses, aller trouver monsieur Galpin d'Aveline, c'était peut-être lui porter des armes dont il écraserait Jacques. Mais à qui la faute, sinon à monsieur Chandoré et à maître Folga? N'avait-il pas commis une impardonnable imprudence en partant pour Bois-Coran sans prévenir, sans autre précaution que de faire dire par le domestique de monsieur Sénéchal qu'il serait de retour pour dîner et qu'il ne fallait pas s'inquiéter? Ne pas s'inquiéter. Et c'est à la marquise de Bois-Coran et à mademoiselle Denise, à la mère et à la fiancée de Jacques, qu'il disait cela. Certainement, sur le premier moment, ces 2 infortunées conservèrent un sang-froid relatif, chacune s'efforçant de donner à l'autre l'exemple du courage et de la confiance. Mais à mesure que s'étaient écoulées les heures, leurs angoisses avaient repris le dessus, et peu à peu leur douleur s'était exaltée de l'échange de leurs craintes. Elles se représentaient Jacques innocent et cependant traité comme les pires criminels, seul au fond d'un cachot, livré aux plus horribles inspirations du désespoir. Quelles pouvaient être ses réflexions depuis plus de 24 heures qu'il était sans nouvelles des siens? Ne devait-il pas se croire méprisé, abandonné, renié? « Cette idée est intolérable !» s'écria enfin mademoiselle Denise. « À tout prix, il faut arriver jusqu'à lui. »« Comment ?» demanda madame de Bois-Coran. « Je ne sais, mais il doit y avoir un moyen. Il est des choses que, seule, je n'aurais pas osé. Mais avec vous, ma chère mère, je puis tout tenter. Allons à la prison. » Vivement, madame de Bois-Coran jeta sur ses épaules son manteau de voyage. « Je suis prête, dit-elle, partons. » Elles avaient bien l'une et l'autre entendu dire que Jacques était au secret, mais ni l'une ni l'autre n'attachait à cette expression sa réelle et effrayante signification. Elles n'avaient nulle idée de cette mesure atroce et cependant indispensable en l'état de notre législation, qui supprime en quelque sorte un homme, qui le mure dans une cellule,
seul en face du crime dont il est accusé, seul à l'entière et absolue discrétion d'un autre homme, chargé de lui arracher la vérité. Pour elle, le secret, ce n'était que la privation de la liberté, la cellule avec son mobilier sinistre, les grilles aux fenêtres, les verrous aux portes, le geôlier secouant ses trousseaux de clés le long des corridors sombres et le soldat de faction dans la cour. « Il est impossible, disait madame de Boiscoran, qu'on me refuse de voir mon fils. »« Impossible, approuvait mademoiselle Denise. Et, d'ailleurs, je connais le geôlier Blangin, dont la femme était autrefois à notre service. » C'est donc avec une entière confiance que la jeune fille, de sa main frêle, souleva le lourd marteau de la porte de la prison. Ce fut Blangin lui-même qui vint ouvrir, et, à la vue de ces deux pauvres femmes, un immense étonnement se peignit sur sa large face. « Nous venons voir monsieur de Boiscoran, » dit résolument mademoiselle Denise. « Ces dames ont donc une permission ?» demanda le geôlier. « Une permission ? De qui ? » « De monsieur Galpin d'Aveline. »« Nous n'avons pas de permission. »« Alors, j'ai le regret de dire à ces dames qu'il est impossible qu'elles voient monsieur de Boiscoran. Il est au secret, et j'ai les ordres les plus rigoureux. » Mademoiselle Denise fronçait les sourcils. « Vos ordres, monsieur Blangin, interrompit-elle, ne sauraient concerner madame, qui est la marquise de Boiscoran. »« Mes ordres concernent tout le monde, mademoiselle. »« Vous empêcheriez, vous, une mère désolée, d'embrasser son fils ? » « Eh, ce n'est pas moi, mademoiselle. Moi, que suis-je ? Rien, un verrou que la justice pousse ou tire à son gré. » Pour la première fois, la jeune fille eut l'idée que sa tentative pouvait échouer. « Mais moi, mon bon monsieur Blangin, insista-t-elle, avec des larmes plein les yeux, moi, me refuserez-vous ? Ne me connaissez-vous pas ? Votre femme ne vous a-t-elle jamais parlé de moi ? Le geôlier, certainement, était ému. « Je sais, répondit-il, tout ce que ma femme et moi devons aux bontés de mademoiselle, mais j'ai ma consigne. Mademoiselle ne voudrait pas perdre la place d'un pauvre homme. »« Si vous perdez votre place, monsieur Blangin, moi, Denise de Chandoré, je vous en garantis une qui vous vaudra le double. »« Mademoiselle. »« Douteriez-vous de ma parole, monsieur Blangin ? » ?»« Dieu m'en garde, mademoiselle, mais ce n'est pas seulement de ma place qu'il s'agit. Si je faisais ce que vous demandez, je serais punie sévèrement. » À l'accent du geôlier, madame de Boiscoran comprit que mademoiselle de Chandoré n'obtiendrait rien. « N'insistez pas, mon enfant, dit-elle. Rentrons. »« Quoi ? Sans savoir rien de ce qui se passe derrière ces murs implacables, sans savoir même si Jacques est vivant ou mort ?» Il était clair qu'un rude combat se livrait dans le cœur du geôlier. Tout à coup, d'une voix brève, et en jetant autour de lui des regards inquiets. « Parler, dit-il, m'est interdit. Mais n'importe. Je ne vous laisserai pas vous éloigner sans vous apprendre que monsieur de Boiscoran est en bonne santé. »« Ah !»« Hier, quand on l'a amené, il était comme hébété. Il s'est jeté sur son lit à corps perdu, et il y est resté sans faire un mouvement plus de 2 heures. Je crois bien qu'il pleurait. » Un sanglot, que ne put maîtriser mademoiselle Denise, fit tressaillir monsieur Blangin. « Oh, rassurez-vous, mademoiselle, reprit-il bien vite. Cet état n'a pas duré. Bientôt, monsieur de Boiscoran s'est levé en s'écriant « Ah, ça, mais je suis stupide de me désespérer ainsi. »« Vous l'avez entendu ? demanda madame de Boiscoran. « Pas personnellement. C'est Frumance Cheminot qui l'a entendu. »« Frumance Cheminot ? » ?»« Oui, un de nos détenus. Oh, un simple vagabond, pas méchant du tout, et qui a la commission de monter la garde au guichet de monsieur de Boiscoran et de ne jamais le perdre de vue. C'est monsieur Galpin d'Aveline qui a eu l'idée de cette précaution, parce que les accusés, quelquefois, dans le premier moment, si le désespoir les prend et le dégoût de la vie, un malheur est si vite arrivé. Frumance empêcherait le malheur. » Madame de Boiscoran frémissait d'horreur. Mieux que tout, cette précaution lui donnait la mesure exacte de la situation de son fils. « Du reste, poursuivit monsieur Blangin, il n'y a plus rien à craindre.
Monsieur de Boiscoran est redevenu calme, tranquille, et même gai, si j'ose m'exprimer ainsi. Quand il s'est levé ce matin, après avoir dormi toute la nuit comme un loir, il m'a appelé pour me demander du papier, de l'encre et des plumes. C'est ce que les prisonniers demandent le second jour. J'avais ordre de lui en donner. Il en a eu. Et quand je suis allé lui porter son déjeuner, il m'a remis une lettre, à l'adresse de mademoiselle de Chandoré. « Comment » s'écria mademoiselle Denise. « Vous avez une lettre pour moi, et vous ne me la donnez pas ?»« C'est que je ne l'ai plus, mademoiselle. C'est que je l'ai remise, comme c'était mon devoir, à monsieur Galpin d'Aveline, quand il est venu avec son greffier Méchinet pour interroger monsieur de Boiscoran. » « Et qu'a-t-il dit ?» Il a décacheté la lettre, il l'a lue, et il l'a mise dans sa poche en disant « Bon ». Des larmes, mais de colère, cette fois, jaillirent des yeux de mademoiselle Denise. « Quelle honte !» s'écria-t-elle. « Cet homme lire une lettre que Jacques m'adressait. C'est infâme !» Et, sans songer à remercier monsieur Blangin, elle entraîna madame de Boiscoran, et, jusqu'à la maison, elle ne prononça pas une parole. « Ah, pauvre enfant, tu n'as pas réussi !» s'écrièrent tante Lavarande lorsqu'elles virent rentrer leur nièce. Mais quand Denise leur eut tout appris, « Eh bien, s'écrièrent-elles, nous allons aller le voir, nous, ce petit juge, qui avant-hier encore nous faisait bassement sa cour pour obtenir la dot de notre nièce, et nous lui dirons son fait. Et si nous n'obtenons pas ce qu'il nous rende Jacques, nous troublerons du moins son triomphe, et nous rabaisserons son orgueil. » Comment mademoiselle de Chandoré n'eût-elle pas adopté l'idée des tantes Lavarande, un projet qui donnait à sa colère une satisfaction immédiate et qui servait ses secrètes espérances. « Oh oui, vous avez raison, chère tante, s'écria-t-elle. Vite, sans perdre une minute, partez. » Incapables de résister à de tels accents, elles se mirent en route, sans écouter les timides objections de la marquise de Boiscoran. Seulement, les bonnes demoiselles se trompaient quant aux dispositions d'esprit de monsieur Galpin d'Aveline. L'ex-prétendant de leur nièce Lavarande n'était pas sur un lit de roses. Au début de cette étrange affaire, il s'y était jeté fiévreusement, comme sur l'occasion admirable qu'il guettait depuis tant d'années et qui devait ouvrir à deux battants les portes jusqu'alors fermées à son ambition. Puis, une fois engagé, l'enquête commencée, il avait été emporté par un courant plus rapide que la réflexion. Aussi, est-ce avec une sorte de satisfaction malsaine qu'il avait vu les charges se multiplier et grossir, jusqu'à le contraindre de signer un mandat d'arrêt contre son ancien ami. Alors, il était comme aveuglé par les plus magnifiques espérances. Ne prouvait-elle pas les plus hautes facultés et un savoir-faire supérieur, cette enquête qui, en quelques heures, avait conduit la justice d'un crime presque inexplicable à un coupable que personne n'eût osé soupçonner? Mais quelques heures plus tard, M. Galpin d'Aveline ne voyait plus les événements du même œil. La réflexion le refroidissant, il commençait à douter de son habileté et à se demander s'il n'avait pas agi avec trop de précipitation. Si Jacques était coupable, rien de mieux. Il y avait, c'était clair, de l'avancement pour le juge d'instruction au bout d'une condamnation. Oui, mais si Jacques allait être innocent? Cette idée, se dressant pour la première fois devant M. Galpin d'Aveline, le glaça jusqu'à la moelle des os. Jacques innocent? C'était sa condamnation à lui, Galpin d'Aveline. C'était son avenir perdu, ses espérances anéanties, sa carrière à jamais entravée. Jacques innocent, c'était une disgrâce certaine. On le retirerait de Sauveterre, devenu impossible pour lui après un tel éclat, mais ce serait pour le reléguer dans quelque pays perdu, sans aucune chance d'avancement. Vainement il objectait qu'il n'avait fait que son devoir. On lui répondait, si même on daignait lui répondre, qu'il est de ces maladresses éclatantes, de ces erreurs scandaleuses, qu'un magistrat ne doit pas commettre, et que, pour la gloire de la justice et dans l'intérêt de la magistrature si violemment attaquée, mieux vaut, en certaines circonstances, laisser un coupable impuni qu'emprisonner un innocent.
Avec de telles angoisses, les plus cruelles qui puissent déchirer le cœur d'un ambitieux, M. Galpin d'Aveline devrait trouver son chevet rembourré d'épines. Dès 6 heures du matin, il était debout. À 11 heures, il envoya chercher son greffier, Méchinet, et ils se rendirent ensemble à la prison afin de procéder à un nouvel interrogatoire. C'est à ce moment qu'avait été remise au juge d'instruction la lettre adressée par Jacques à mademoiselle Denise. Elle était brève, et telle que peut l'écrire un homme trop intelligent pour ne pas savoir qu'un prisonnier ne doit pas compter sur le secret de sa correspondance. Elle n'était même pas cachetée, circonstance qui avait échappé à M. Blangin, le geôlier. « Denise, ma bien-aimée, écrivait Jacques, la pensée de l'horrible chagrin que je vous cause est ma plus cruelle et presque mon unique souffrance. Dois-je m'abaisser jusqu'à vous jurer que je suis innocent? Non, n'est-ce pas? Je suis victime d'un si fatal concours de circonstances que la justice a dû s'y tromper. Mais, rassurez-vous, soyez sans inquiétude. Je saurai, le moment venu, dissiper cette funeste erreur. À bientôt, Jacques. Bon, avait dit en effet Monsieur Galpin d'Aveline après avoir lu cette lettre. Elle ne lui en avait pas moins donné un coup au cœur. Quelle assurance, avait-il pensé. Pourtant, il s'était un peu remis en montant l'escalier de la prison. Jacques, évidemment, ne s'était pas imaginé que sa lettre arriverait directement à destination. Donc, il y avait lieu de conjecturer qu'il l'avait écrite pour la justice, bien plus que pour mademoiselle Denise. L'absence de cachet donnait à cette présomption un certain poids. Enfin, c'est ce que nous allons voir, se disait M. Galpin d'Aveline, pendant que Blangin lui ouvrait la cellule du prévenu. Mais il trouva Jacques aussi calme que s'il eût été libre à son château de Bois-Coran, hautain et même railleur. Impossible de rien tirer de lui. Pressé de questions, il se renfermait dans le silence le plus obstiné, ou répondait qu'il avait besoin de réfléchir. Il ne pouvait plus, il avait brûlé ses vaisseaux et il était condamné à aller quand même jusqu'au bout. Pour son salut, désormais, pour son avenir, il fallait que Jacques de Bois-Coran fût coupable, qu'il fût traduit en cour d'assises et qu'il fût condamné. Il le fallait absolument. C'était une question de vie ou de mort. Voilà précisément quelles étaient ses réflexions quand on vint lui annoncer que les demoiselles de Lavarande demandaient à lui parler. Il se dressa tout d'une pièce, et, en moins d'une seconde, son esprit surexcité embrassa toutes les éventualités imaginables. Que pouvaient lui vouloir ces 2 vieilles filles? Qu'elles entrent, dit-il enfin. Elles entrèrent, roides, hautaines, refusant le fauteuil que leur avançait le magistrat. « Je m'attendais peu à l'honneur de votre visite, mesdemoiselles, commença-t-il. L'aînée des tantes Lavarande, mademoiselle Adélaïde, lui coupa la parole. « Je le conçois, dit-elle, après ce qui s'est passé. » Et tout de suite, avec une énergie de dévote flétrissant l'impie, elle se mit à lui reprocher ce qu'elle appelait son infâme trahison. Quoi, lui, prendre parti contre Jacques, son ami, un homme qui s'était employé à lui procurer la faveur d'une alliance inespérée? Par le seul fait de ses espérances de mariage, il faisait en quelque sorte partie de la famille. D'où était-il donc né, pour avoir oublié qu'entre parents se hait-on à la mort? On se doit aide et protection dès qu'il s'agit de défendre ce patrimoine sacré qui s'appelle l'honneur. Étourdi comme un passant qui reçoit d'un 5e étage une volée de pierres, M. Galpin d'Aveline gardait cependant assez de sang-froid pour se demander s'il n'y avait nul parti à tirer de cet incident extraordinaire. Un retour était-il impossible? Aussi, dès que mademoiselle Adélaïde s'arrêta, entreprit-il de se justifier, peignant en métaphores hypocrites la douleur dont il était saisi, jurant qu'il n'avait pas pu maîtriser les événements, que Jacques lui était plus cher que jamais. « S'il vous est si cher, interrompit mademoiselle Adélaïde, faites-le mettre en liberté. »« Et le puis-je, mademoiselle ?»« Alors, donnez à sa famille et à ses amis la permission de le voir. »« La loi me le défend. S'il est innocent,
qu'il se disculpe. S'il est coupable, qu'il avoue. Dans le premier cas, il sera libre. Dans le second, il recevra qui bon lui semblera. C'est peut-être aussi par amitié que vous vous êtes permis de lire une lettre de Jacques à sa fiancée? J'ai rempli en cela un des devoirs de ma pénible profession, mademoiselle. Ah, et cette profession vous défend-elle de nous donner cette lettre que vous avez lue? Oui, mais je puis vous la communiquer. Il la tira d'un dossier, en effet, et la plus jeune des tantes, mademoiselle Élisabeth, la copia au crayon. Cela fait, elles se retirèrent presque sans saluer. Monsieur Galpin d'Aveline était ivre de colère. « Ah, vieille sorcière !» s'écria-t-il. « Votre démarche me prouve que vous êtes loin de croire à l'innocence de Jacques. Pourquoi sa famille tient-elle tant à arriver jusqu'à lui? Sans doute pour lui fournir le moyen de se soustraire, par le suicide, au châtiment de son crime. Mais, de par Dieu, cela ne sera pas. Je saurai l'empêcher. » À quoi bon récriminer sur un fait accompli contre lequel on ne peut rien? Si contrarié que fut maître Folga, lorsqu'il apprit de mademoiselle Denise la démarche des tantes Lavarande, il évita d'en rien laisser paraître. N'était-ce pas à lui d'avoir du sang-froid pour tous au milieu de cette famille si cruellement éprouvée? Monsieur de Chandoré, d'ailleurs, dissimulait mal son mécontentement, et, en dépit de son respect pour les volontés de mademoiselle Denise, « Certes, chère fille, je ne dis pas que tu as eu tort. Cependant, tu connais tes tantes, et tu sais combien peu elles sont conciliantes. Elles sont capables d'exaspérer monsieur Galpin d'Aveline. »« Qu'importe, » interrompit fièrement la jeune fille. « La circonspection ne sied qu'au coupable, et Jacques est innocent. » Mademoiselle a raison, approuva maître Folga, qui parut ainsi subir, comme toute la famille, l'ascendant de mademoiselle Denise. Quoi que puissent faire ou dire les demoiselles de Lavarande, elles n'empireront pas la situation. Monsieur Galpin d'Aveline n'en sera ni plus ni moins un ennemi acharné. Grand-père Chandoré eut un soubresaut. Cependant, commença-t-il. Oh, ce n'est pas à lui que je m'en prends, interrompit le jeune avocat, mais à l'institution dont il subit la fatalité. Est-il bien possible qu'un juge d'instruction demeure absolument impartial en certaines causes retentissantes comme celle-ci, où il joue en quelque sorte son avenir? On est certes un magistrat intègre, incapable de forfaiture, étroitement attaché au devoir, mais on est homme, mais on a ses intérêts. On n'aime pas au ministère les enquêtes qui aboutissent à une ordonnance de non-lieu. Le juge qu'on récompense n'est pas toujours celui qui a le mieux su dégager la vérité d'une ténébreuse affaire. Mais monsieur Galpin d'Aveline était notre ami, monsieur. Oui, et c'est là ce qui m'épouvante. Quelle sera sa situation le jour où monsieur de Boiscoran sera reconnu innocent? Enfin, nous allons savoir ce qu'ont fait les tantes Lavarande. Elles rentraient, en effet, très fières de leur expédition et agitant triomphalement la copie de la lettre de Jacques. Cette copie, mademoiselle Denise la prit, et, tandis qu'elle se retirait à l'écart pour la lire, mademoiselle Adélaïde racontait l'entrevue, disant combien elle avait été ferme et dédaigneuse, et combien monsieur Galpin d'Aveline lui avait paru humble et repentant. « Car il a été foudroyé, » reprenaient en duo les vieilles demoiselles, « car il a été anéanti, écrasé. »« Oui, vous venez de faire un beau coup, » grommelait monsieur de Chandoré, « et je vous engage à vous en vanter. »« Les tantes ont bien agi, » déclara mademoiselle Denise. « Voyez plutôt ce que m'écrivait Jacques. C'est précis, c'est net. Que pouvons-nous craindre après cette dernière phrase? Soyez sans inquiétude, je saurai le moment venu dissiper cette funeste erreur. » Ayant pris la copie et l'ayant lue, maître Folga hochait la tête. « Il n'était pas besoin de cette lettre, » prononça-t-il, « pour fixer mon opinion. Au fond de cette affaire est un secret que nul de nous n'a pénétré. Seulement, monsieur de Boiscoran est bien téméraire de jouer ainsi avec un procès criminel. Que ne s'est-il disculpé tout de suite? Ce qui était facile hier peut devenir difficile demain,
et impossible dans 8 jours. Jacques, monsieur, s'écria mademoiselle Denise, est un homme trop supérieur pour que ne s'en remette pas absolument à ce qu'il dit. Madame de Boiscoran, qui entrait, empêcha l'avocat de répondre. 2 heures de repos avaient rendu à la malheureuse femme une partie de son énergie et de sa présence d'esprit accoutumée, et elle venait demander qu'on expédiât un télégramme à son mari. « C'est le moins que nous puissions faire, » murmura M. de Chantedoré, quoiqu'en vérité ce soit bien inutile. Boiscoran se soucie bien de son fils, ma foi. Ah, s'il s'agissait d'une faïence rare, ou d'une assiette qui manque à sa collection, ce serait une autre histoire. La dépêche n'en fut pas moins rédigée et envoyée au télégraphe, juste comme un domestique venait annoncer que le dîner était servi. Et ce repas fut moins triste qu'on ne l'eût supposé. Certes, chacun avait bien le cœur oppressé, en songeant qu'en ce moment même, c'était un geôlier qui servait à Jacques l'ordinaire de la prison. Certes, mademoiselle Denise ne sut pas retenir une larme en voyant maître Folga à la place où s'asseyait son fiancé. Mais personne, hormis le jeune avocat, ne croyait que Jacques fût vraiment en péril. Monsieur Sénéchal, par exemple, qui arriva au moment où on servait le café, partageait, c'était manifeste, les anxiétés de maître Folga. L'excellent maire venait chercher des nouvelles de ses amis et leur dire comment s'était passée sa journée. L'enterrement des pompiers avait eu lieu sans bruit, sinon sans une profonde émotion. La manifestation qu'il redoutait n'avait pas donné signe de vie, et le docteur Saignebosse n'avait point pris la parole au cimetière. Manifestation et discours eussent été, du reste, mal accueillis, ajoutait M. Sénéchal, car il avait eu la douleur de constater que l'immense majorité des sauvetériens croyaient fermement à la culpabilité de M. de Boiscoran. Dans plusieurs groupes, il avait entendu des gens qui disaient « Et cependant, vous verrez qu'il ne sera pas condamné. Un pauvre diable qui aurait commis ce crime abominable serait sûr d'avoir le cou coupé. Mais lui, le fils du marquis de Boiscoran, vous verrez qu'on le renverra blanc comme neige. » Le roulement d'une voiture qui s'arrêtait à la porte de la rue lui coupa fort à propos la parole. « Qu'est-ce » fit mademoiselle Denise en se dressant. On entendit, dans le corridor, un bruit de voix et des pas, quelque chose comme le trépignement d'une lutte, et presque immédiatement, la porte de la salle à manger s'ouvrit, et le fils du métayer de Boiscoran, Michel, parut en s'écriant « C'est fait, je le tiens, je l'amène !» Et en même temps, il attirait Cocoleux, lequel se débattait en grognant et jetait autour de lui les regards effarés de la bête prise au piège. « Par ma foi, mon gars !» s'écria M. Sénéchal, « vous avez été plus habile que les gendarmes. » À la façon dont Michel cligna de l'œil, il fut aisé de voir que sa foi en l'habileté de la gendarmerie n'était pas illimitée. « Ce tantôt, dit-il, quand j'ai promis à monsieur le baron de dénicher Cocoleux, j'avais mon idée. Je savais que, dans le temps, il allait souvent se terrer, comme une bête puante qu'il est, dans une manière de trou qu'il s'était creusé sous des rochers, au plus épais des bois de roche-pommier. C'était le hasard qui m'avait fait découvrir ce terrier, car on passerait bien 100 fois à côté, et même dessus, sans se douter qu'il existe. Donc, quand monsieur le baron m'a dit que l'innocent avait disparu, j'ai pensé en moi-même, sûr, il se cache dans son trou. Allons voir. Là-dessus, je prends mes jambes à mon cou. J'arrive au rocher et je trouve Cocoleux. Seulement, je peux dire que j'ai eu du mal à le tirer dehors, le gredin. Il ne voulait pas venir, et en se défendant, il m'a mordu la main, comme un chien enragé qu'il est. Sur quoi, Michel agitait sa main gauche enveloppée d'un linge ensanglanté. Pour amener mon idiot, poursuivit-il, ça a été toute une histoire. J'ai été obligé de lui lier les mains et de le porter jusque chez mon père. Là, nous l'avons hissé dans notre cabriolet, et le voilà. Regardez-moi le joli garçon. Il était hideux, en ce moment, avec sa face livide, marquée de plaques rouges, ses lèvres pendantes, frangées de bave, et ses regards hébétés. « Pourquoi ne voulais-tu pas venir ?» lui demanda M. Sénéchal. L'idiot ne sembla même pas entendre.
Pourquoi as-tu mordu Michel ? Insista le maire. Coqueleu ne répondit pas. Sais-tu que M. de Boiscoran est en prison à cause de ce que tu as dit ? Toujours pas de réponse. Ah, ce n'est pas la peine de l'interroger, dit Michel. Vous le battriez jusqu'à demain, que vous lui feriez sortir l'âme du corps plutôt qu'une parole de la bouche. J'ai faim, bégaya Coqueleu. Maître Folga eut un geste indigné. Et pensez, murmura-t-il, que c'est sur la déposition d'un tel être qu'on base une accusation capitale. Grand-père Chandoré, lui, semblait assez embarrassé. Avec tout cela, demanda-t-il, qu'allons-nous faire de ce misérable idiot ? Je vais moi-même à l'instant, répondit M. Sénéchal, le conduire à l'hôpital et prévenir de la trouvaille le docteur Saignebos et le procureur de la République. Le docteur Saignebos avait des ridicules, c'est incontestable, et tous les burlesques aventures que lui attribuaient ses ennemis n'étaient pas imaginaires. Il avait, en tout cas, cette qualité, devenue rare, de professer pour son art, comme il disait, un respect voisin du fanatisme. La faculté, selon lui, était impeccable, et volontiers il lui attribuait l'infaillibilité qu'il déniait au pape. Il confessait bien dans l'intimité que certains de ses confrères étaient des ânes annonants, mais jamais il n'eût permis à un profane d'émettre, devant lui, cette irrévérencieuse opinion. Du moment où un homme était muni de ce fameux diplôme qui confère le droit de vie et de mort, cet homme, à son avis, devait être, pour le vulgaire, un personnage auguste. C'était un crime, à ses yeux, que de ne se point soumettre aveuglément à l'arrêt d'un médecin. De là, son opiniâtreté à tenir tête à M. Galpin d'Aveline, l'amertume de ses contradictions et le sans-façon avec lequel il avait prié messieurs de la justice d'aller procéder hors de la chambre où gisait son malade. Car ces diables-là, avait-il dit, tueraient un homme pour en tirer le moyen de faire couper la tête à un autre. Et là-dessus, reprenant ses pinces, ses bistouris et son éponge, il s'était remis à l'œuvre. Et madame de Clodieuses l'aidant, il avait recommencé à extraire les grains de plomb qui criblaient les chairs du comte. À 9 heures, il avait fini. « Non que je prétende avoir tout retiré, déclara-t-il modestement, mais s'il reste encore quelques grains, ils sont hors de ma portée, et il me faut attendre que certains symptômes me révèlent leur présence. » Du reste, ainsi qu'il l'avait prévu, la situation de M. de Clodieuses paraissait fort empirée. À son exaltation première avait succédé une si grande prostration qu'il semblait insensible à tout ce qui se passait autour de son lit. La fièvre traumatique commençait à se manifester par de légers frissons, et étant donné la constitution du comte, il était aisé de prévoir que la journée ne s'écoulerait pas sans que le délire s'emparât de son cerveau. « Je considère cependant le danger comme nul, » dit M. Saignebos à la comtesse, après lui avoir signalé, pour qu'elle ne s'en alarmât pas, tous les accidents qui pouvaient survenir, après lui avoir bien recommandé surtout de ne laisser personne approcher du lit de son mari, et M. Galpin d'Aveline moins que quiconque. La recommandation n'était pas inutile, car presque au même moment, un paysan vint annoncer qu'il y avait là un bourgeois de Sauveterre, lequel demandait à parler à M. de Clodieuses. « Qu'il vienne, répondit le docteur. C'est moi qui vais le recevoir. » C'était un nommé Tétard, un ancien huissier qui avait vendu son étude pour se lancer dans le commerce des pierres. Seulement, outre qu'il était ancien officier ministériel et négociant, ainsi que le portaient ses cartes de visite, ledit Tétard était le représentant d'une compagnie d'assurance contre l'incendie. « C'est en cette dernière qualité qu'il osait se présenter, » déclara-t-il à la comtesse, parlant à sa personne. Il avait ouï dire que les bâtiments du Valpinçon, assurés à sa compagnie, venaient d'être détruits, et que l'incendie avait été allumé sciemment par M. de Boiscoran, et c'est sur ce sujet qu'il voulait conférer avec M. de Clodieuses. Loin de lui, protestait-il, la pensée de décliner la responsabilité de sa compagnie. Seulement,
il tenait à réserver pour elle le recours légal contre M. de Boiscoran, lequel avait de la fortune et serait certainement condamné à payer le sinistre dont il était l'auteur. Mais certaines formalités étaient nécessaires, et il venait engager M. de Clodieuze à prendre, de concert avec lui, Tétart, les mesures. « Et moi je vous engage à me montrer les talons !» s'écria M. Seignebos d'une voix tonnante. « Et je vous trouve bien hardi de prononcer ainsi le nom de M. de Boiscoran. » M. Tétart fit là sans mot dire, et c'est tout ému de cet incident que le docteur examina la plus jeune des filles de Madame de Clodieuze, celle qu'elle veillait au moment de la catastrophe et qui allait décidément mieux. Après cela, rien ne le retenait plus au Valpinçon. Il serra soigneusement dans sa trousse les grains de plomb extraits des blessures du comte, puis, attirant Madame de Clodieuze jusqu'au seuil de la pauvre masure. « Avant de m'éloigner, madame, dit-il, je tiens à vous demander ce que vous pensez des événements de cette nuit. » Plus pâle qu'une morte, la malheureuse femme semblait ne tenir debout que par un miracle d'énergie. Il n'y avait en elle de vivant que les yeux, qui brillaient d'un éclat extraordinaire. « Eh, le sais-je, monsieur, répondit-elle d'une voix faible. Ai-je donc, après de si rudes épreuves, la tête assez à moi pour réfléchir ? Vous avez cependant interrogé Cocoleux. Qui n'aurais-je pas interrogé pour découvrir la vérité ? Et le nom qu'il a prononcé ne vous a pas stupéfié ? Vous avez dû le voir, monsieur. Je l'ai vu, et c'est pour cela que j'insiste et que je tiens à avoir votre opinion sur l'état mental de Cocoleux. Le malheureux est idiot, monsieur, ne le savez-vous pas ? Je le sais, et c'est pour cela que j'ai été surpris de votre insistance à le faire parler. Vous pensiez donc qu'en dépit de son imbécilité habituelle, il peut avoir quelques lueurs de raison ? Il venait, l'instant d'avant, d'arracher mes enfants aux flammes. Cela prouve son dévouement pour vous. Il m'est attaché, en effet, comme le serait un pauvre animal que j'aurais recueilli et dont j'aurais pris soin. Soit, et pourtant son action dénote plus qu'un instinct purement bestial. C'est possible. Il m'est arrivé de surprendre chez Cocoleux des éclairs d'intelligence. Ayant retiré ses lunettes d'or, le docteur les essuyait avec fureur. « Il est bien fâcheux, grommela-t-il, qu'un de ces éclairs ne l'ait pas illuminé quand il a vu M. de Boiscoran allumer le feu et se préparer à assassiner M. de Clodieuze. » Comme si elle eût été près de défaillir, Madame de Clodieuze s'accotait au montant de la porte. « C'est, précisément, murmura-t-elle, à l'émotion qu'il a ressentie en voyant les flammes et en entendant les coups de feu que j'attribue le réveil de la raison de Cocoleux. »« Possible, fit le docteur, possible. » Et, rajustant ses lunettes d'or. « C'est, ajouta-t-il, ce que décideront les hommes de l'art à l'examen desquels ce misérable imbécile sera soumis. »« Comment ? On va l'examiner ? » ?»« Et de près, oui, madame, je vous le promets. Sur quoi je vais avoir l'honneur de vous dire au revoir, car je reviendrai ici ce soir, si vous ne réussissez pas à vous installer dans la journée à Sauveterre, ce qui serait bien désirable, pour moi d'abord, puis pour votre mari et votre fille, qui sont fort mal dans cette cahute. » Et cela dit, soulevant légèrement son chapeau à large bord, le docteur Seignebos avait regagné Sauveterre et était allé tout droit demander impérieusement à M. Sénéchal l'arrestation de Cocoleux. Malheureusement, les gendarmes avaient fait buisson creux, et M. Seignebos, qui voyait la fâcheuse tournure que prenait l'affaire de Jacques, commençait à s'impatienter horriblement lorsque le samedi soir, sur les 10 heures, M. Sénéchal entra chez lui en s'écriant « Cocoleux est retrouvé !» D'un saut, le docteur fut debout, canne à la main, chapeau en tête, demandant « Où est-il ? » ?»« À l'hôpital, où je l'ai moi-même installé dans une chambre isolée. »« J'y cours. »« Quoi, à cette heure ? Ne suis-je pas un des médecins de l'hôpital ? Ne doit-il pas m'être ouvert de nuit comme de jour ? Les sœurs seront couchées. » Le docteur, à 10 reprises au moins, haussa les épaules. « C'est juste, fit-il. Ce serait un sacrilège que de troubler leur sommeil, à ces bonnes sœurs,
à ces chères sœurs, comme vous dites. Ah, monsieur le maire, quand donc ferons-nous de la médecine laïque? Et quand donc me remplacerez-vous vos saintes filles par de bons et solides infirmiers? Monsieur Sénéchal avait eu, sur ce sujet, trop de prise avec le docteur pour entamer une nouvelle discussion. Il se tut et fit bien, car monsieur Seignebos se rassit en disant « Enfin, ce sera pour demain. »